Vous êtes-vous déjà senti trahi par les personnes en qui vous aviez le plus confiance? Maintenant, imaginez découvrir, après des années de mariage, que tout ce que vous avez vécu n'était qu'un grand mensonge. Les personnes qui auraient dû être à vos côtés, vous soutenir dans les moments difficiles, tramaient en fait contre vous depuis le début. Et au moment où vous pensez que la situation ne peut pas empirer, vous réalisez qu'elles sont sur le point de vous voler tout ce qui vous appartient, sans même que vous le sachiez. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais cette histoire va vous laisser sans voix. Et avant de continuer avec cette révélation surprenante, profitez-en pour vous abonner à la chaîne Histoire de la vie, afin de ne manquer aucun détail de cette intrigue pleine de rebondissements. Je n'avais aucune idée que tu avais gardé tout cet argent, et nous sommes mariés. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas utiliser ce qui est à nous. C'est encore pire que tu me l'aies caché et que tu agisses comme si tu étais meilleur que moi, dis-je, me sentant frustrée. Mon mari Victor et ma belle-mère Margot continuaient de parler comme si de rien n'était. Je ne pouvais plus les supporter, alors j'ai décidé de leur dire la vérité. Au fait, as-tu vérifié le solde de notre compte récemment? Demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. Laissez-moi me présenter. Mon nom est Amélie, et cette année, j'aurai 41 ans. Je suis mariée depuis 16 ans, avant cela, je travaillais dans une entreprise. Après m'être mariée, j'ai quitté mon emploi et j'ai commencé à travailler à temps partiel dans un supermarché local. J'ai rencontré mon mari Victor au travail. À l'époque, je pensais que c'était un homme gentil et normal, mais cette opinion a changé environ 6 mois après le mariage. Un soir, alors que je préparais le dîner, ma belle-mère Margot est apparue chez nous sans prévenir. Victor n'était pas encore rentré, alors j'ai pensé qu'il pourrait y avoir quelque chose d'urgent et je l'ai laissé entrer. Dès qu'elle est entrée dans le salon, elle a poussé un soupir dramatique. « Amélie, tu es restée là à regarder la télévision tout ce temps, tandis que mon fils Victor travaille dur à son emploi? Tu ne te sens pas mal ?» dit-elle, en me regardant. J'avais regardé la télévision un moment, mais j'étais en train de préparer le dîner. Oui, la télévision était allumée, mais j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. J'ai terminé toutes mes tâches ce matin. J'ai fait mon tour au supermarché et je viens de rentrer des courses, lui expliquai-je, frustré mais essayant de rester poli. Cependant, je me suis quand même excusée. Désolée. Mais cela ne l'a pas arrêtée. Elle est entrée dans la cuisine en se pavanant et a commencé à critiquer la nourriture que je préparais. Mon Dieu! C'est tout ce que nous allons dîner? Pauvre Victor, il travaille si dur et c'est ce qu'il trouve en rentrant à la maison? Dit-elle, secouant la tête en signe de désapprobation. J'avais prévu de faire du poulet avec de la salade, et la salade était déjà en train de refroidir dans le réfrigérateur. Le dîner n'est pas encore prêt, répondis-je, espérant que cela la satisferait, mais elle ne s'est pas arrêtée. Comment as-tu pu lui servir un repas aussi peu enthousiaste? Que as-tu appris à la maison? Se moqua-t-elle, non seulement en me ridiculisant, mais aussi en se moquant de mon éducation. À ce moment-là, je n'ai plus pu me retenir et je lui ai crié. Es-tu venue pour quelque chose de spécifique? Elle m'a regardé avec de grands yeux, comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais osé lui répondre. Mon Dieu! Il n'y a pas besoin de se mettre en colère juste parce que j'ai fait une remarque sur le dîner, dit-elle, faisant la moue comme une enfant, puis elle s'est laissée tomber sur le canapé pour regarder la télévision. Je demandai à nouveau. Qu'est-ce que tu veux? Il ne s'agit pas de ce que je veux. Ne devrais-tu pas offrir quelque chose à ta belle-mère lorsqu'elle vient te rendre visite? Tu n'as pas de manière du tout. Me réprimanda-t-elle. Tu es si inconsidéré, même pas une tasse de thé. Pauvre Victor, répétait-elle encore et encore, comme si cette phrase justifiait tout ce qu'elle disait. Alors je lui ai préparé du thé, en espérant éviter d'autres conflits. Bien sûr, elle s'est également plainte du thé, disant qu'il était bon marché. J'étais plus jeune à l'époque. J'essayais encore d'éviter les disputes avec la mère de mon mari, et je pensais que je devais peut-être la tolérer par respect. Mais plus je restais silencieuse, plus elle profitait de la situation. Elle a commencé à venir sans prévenir plus souvent, et chaque fois, elle critiquait mon ménage. Elle disait que j'étais paresseuse et trouvait des défauts dans tout ce que je faisais. Ces critiques constantes m'ont épuisée au point que je n'ai plus pu le supporter. J'ai décidé d'en parler à Victor. Et, peux-tu demander à ta mère de réduire le nombre de visites? Ça commence à devenir stressant pour moi, dis-je, essayant de rester calme. Pourquoi est-ce si important quand maman vient nous rendre visite? Répondit-il, apparemment sans se rendre compte de ce qui se passait.
Tu l'as vu toi-même. Peu importe combien je nettoie ou cuisine, elle trouve toujours quelque chose à critiquer chez moi. C'est épuisant, expliquai-je, espérant qu'il comprendrait. Eh bien, c'est parce que maman veut simplement que tu travailles plus dur. Alors elle est un peu stricte avec toi, répondit-il avec indifférence. Je fais de mon mieux, mais quand elle arrive sans prévenir, je ne peux même pas finir de cuisiner ou quoi que ce soit, dis-je, espérant obtenir un peu de soutien de sa part. Si ça te dérange, dis-le lui toi-même. Souviens-toi simplement que maman se soucie aussi de nous, dit-il, minimisant mes préoccupations comme si elles n'étaient rien. C'était comme si rien de ce que je disais ne lui importait. Peu importe combien je m'efforçais de nettoyer la maison ou d'améliorer ma cuisine, ma belle-mère trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas et ne me complimentait jamais. Un jour, elle a apporté des légumes qui étaient sur le point de périmer, et quand je le lui ai fait remarquer, elle m'a ignoré. C'est devenu ma réalité quotidienne. Elle critiquait tout, et Victor refusait de me défendre ou même de reconnaître l'effet que cela avait sur moi. Peu à peu, j'ai commencé à réaliser que j'étais la seule à vraiment travailler pour maintenir les choses en ordre dans notre mariage, tandis que mon mari et sa mère profitaient de moi à chaque étape. J'ai fini par utiliser les légumes pour le dîner, même si je savais qu'ils étaient sur le point de périmer. Bien sûr, ma belle-mère, Margot, a poussé un soupir dramatique et a dit « Est-ce que tu sers à ton mari et à sa mère ces légumes flétris ?» C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Elle essayait juste de m'intimider. Ses critiques constantes n'étaient plus sur la maison ou la nourriture, c'était sur le fait de me rabaisser. Fatiguée de son comportement, j'ai décidé de parler à mon beau-père, Henrik. Je lui ai expliqué à quel point il était difficile de cuisiner pour elle lorsqu'elle arrivait sans prévenir et à quel point ses visites fréquentes étaient devenues stressantes. À ma grande surprise, il n'avait aucune idée qu'elle nous rendait visite aussi souvent. Il s'est excusé immédiatement et a dit « Je pensais qu'elle allait dîner avec ses amis. Je ne savais pas qu'elle te dérangeait. Amélie, je suis désolée. » « Non, ce n'est pas ta faute, dis-je, essayant de minimiser la situation. Même si j'ai apprécié ses excuses, elle est toujours hors de la maison, alors je lui ai donné de l'argent pour les repas quand elle sort. Mais je suppose qu'elle ne l'a pas utilisé pour cela, n'est-ce pas ? Demanda-t-il, l'air inquiet. Malheureusement, non, répondis-je. Il s'est excusé encore une fois et a promis d'avoir une conversation sérieuse avec elle. Je me suis sentie un peu mieux, pensant que les choses pourraient enfin devenir plus faciles. Mais, quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Margot. Sa voix était aiguë et pleine d'émotion. « Comment oses-tu courir vers mon mari de cette façon ? Tu es une ingrate !» lança-t-elle, me prenant complètement au dépourvu. « Quoi ? Ce n'est pas vrai. Je ne suis absolument pas ingrate, dis-je, essayant de me défendre. J'ai tout fait pour voir comment tu allais, et c'est ainsi que tu me remercies de ma gentillesse. C'est toi qui devrais t'excuser. C'est audacieux de dire que cela te dérange. Je t'enseigne ce que ton éducation n'a pas réussi à faire. Tu devrais être reconnaissante. » lança-t-elle. Je comprends, mais c'est un peu difficile quand tu viens sans prévenir. Cela rend la préparation des repas et le ménage difficile, expliquai-je. Elle répliqua. Une mère doit-elle prendre rendez-vous pour rendre visite à la maison de son propre fils ? Mes parents n'auraient jamais fait cela. Tu es si audacieuse de me répondre de cette manière. Ce n'est pas mon devoir, tu devrais t'adapter aux coutumes de la famille de ton mari. Peu importe combien j'ai essayé de raisonner avec elle, elle s'est encore plus énervée. Finalement, elle a commencé à crier si fort que je ne pouvais même plus comprendre ses paroles, puis elle m'a raccroché au nez. J'étais bouleversée. Il semblait qu'elle m'avait appelé simplement parce que son mari n'était pas là, et il ne me semblait pas que parler à Henrik à nouveau allait aider. Cela semblait inutile. Bien qu'elle ait commencé à nous rendre visite un peu moins souvent, Margot n'a pas cessé de venir complètement. Mon mari, Victor, pendant ce temps, semblait inconscient de tout. Il rentrait à la maison et se plaignait du travail avec sa mère, et elle l'inondait de compassion. Il n'avait pas l'intention de lui demander d'arrêter de venir. Avec lui agissant de cette manière, Margot devenait encore plus joyeuse et audacieuse. Il s'asseyait dans le salon, discutait et riait, tandis que je nettoyais, cuisinais et les servais. C'était comme si je n'existais pas, sauf pour être critiquée. « Amélie, tu ne respectes pas suffisamment ma mère, disait Victor. »« C'est vrai, Victor, dis-le lui encore une fois, intervint sa mère. Et pourquoi ne te donne-t-elle qu'une petite allocation alors que c'est toi qui gagnes de l'argent ? C'est une femme dérangée.
Il continuait à manger les repas que j'avais préparés, tout en me critiquant pendant qu'il le faisait. Quand je lavais les assiettes, Victor me demandait avec indifférence. « Prépare aussi le bain pour moi. » Il s'attendait à ce que je prépare tout, des serviettes de bain à son pyjama. Sa mère, Margot, bien sûr, ne l'a jamais corrigé ni ne lui a dit d'aider. Au contraire, elle disait « Pauvre Victor, tu as une femme si inconsidérée. » Une fois de plus, j'ai parlé à Henrik de la situation, et il s'est excusé abondamment. Mais, malgré ses bonnes intentions, rien n'a changé. J'étais épuisée d'essayer de maintenir la paix dans la maison tandis que Margot continuait à me rabaisser. Puis, quelque chose s'est produit qui m'a poussée à bout. Un jour, j'ai remarqué que le collier que ma mère m'avait laissé manquait. Je l'ai cherché partout, mais il n'était nulle part. Quand j'ai demandé à Victor, il haussa les épaules et dit froidement « Tu l'as probablement perdu parce que tu es négligente. » J'étais sûre de l'avoir gardé en sécurité dans mon tiroir, alors sa réponse m'a encore plus contrariée. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. Le mystère s'est résolu lorsque Margot est revenue chez nous. Pendant le dîner, j'ai essayé d'aborder délicatement le sujet du collier. « Oh, mon Dieu, c'est une honte de convoiter quelque chose que porte une autre personne », m'a-t-elle interrompu avec un sourire prétentieux. Autour de son cou se trouvait le collier que je cherchais, celui que ma mère m'avait offert. Il avait un design très particulier, avec un ornement distinctif, et il n'y avait aucun doute. Là, il était, affiché avec fierté. En essayant de saisir le collier à ce moment-là, Margot poussa un cri dramatique, juste au moment où Victor entra par la porte principale. Sans même demander ce qui s'était passé, il me poussa violemment. Je titubai en arrière, me cognant contre le mur, et je m'accroupis de douleur. En me regardant, il mit son bras autour des épaules de sa mère et dit « Comme maman l'a dit, tu l'as harcelée pendant mon absence. » Non, c'est vrai, Victor. Amélie a été horrible avec moi. J'ai juste essayé de m'entendre avec elle, ajouta sa mère, se faisant passer pour la victime. Non, écoute-moi. Le collier que porte ta mère est celui que j'ai dit avoir perdu, j'ai essayé d'expliquer, mais il m'a interrompu. Je ne veux pas entendre d'excuses. Maman, sortons dîner ce soir. Amélie a besoin de temps pour réfléchir à son comportement. Quel garçon adorable. Victor est un bon fils, murmura sa mère en sortant ensemble par la porte. Je restais seule, bouillonnante de colère et de choc. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Mon mari s'était rangé du côté de sa mère sans même m'écouter, et mon collier, la précieuse relique de ma mère, était toujours en possession de Margot. À ce moment-là, toute la frustration et le ressentiment que j'avais réprimés ont finalement atteint leur point de rupture. Ce jour-là, j'ai décidé de me venger. J'ai eu une autre conversation avec Henrik, qui, comme toujours, écouta attentivement et s'excusa sincèrement. Au cours de notre conversation, j'ai découvert que même lui était fatigué du comportement scandaleux de Margot. Cette révélation m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin pour finalement mettre mon plan en marche. La prochaine fois que Margot est venue me voir, arborant toujours fièrement le collier devant moi, j'ai décidé d'agir calmement et je lui ai dit « Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'acheter quelque chose au magasin. Pourrais-tu garder la maison un moment ?» Normalement, elle aurait répondu par un commentaire sarcastique, comme « Comment oses-tu me demander de faire quelque chose ?» Mais cette fois, elle a souri doucement et a dit « Bien sûr, pourquoi pas. Prends ton temps, tu es toujours si occupée avec les tâches ménagères. » « Merci, je reviendrai dans environ 30 minutes, dis-je, feignant d'être reconnaissante. Je suis sortie de la maison, le cœur battant, en me dirigeant vers le supermarché. Mon esprit était rempli de pensées. Si je pouvais obtenir des preuves solides de ces mauvaises actions, mon plan de vengeance pourrait continuer. Une partie de moi espérait encore, au fond, qu'ils réfléchiraient à leurs actions et changeraient, mais je ne retenais pas mon souffle. Exactement 30 minutes plus tard, je suis rentrée à la maison avec des sacs de courses à la main. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai trouvé ma belle-mère Margot et mon mari Victor assis dans le salon, déjà en train de dîner. « Tu es arrivé en retard, alors nous avons commencé sans toi, dit Victor avec indifférence. Le dîner est plus simple que d'habitude ce soir. Ne te sens-tu pas mal pour maman ? Je restais là, abasourdi. Mais j'ai demandé à maman de surveiller la maison pendant que je courais acheter quelque chose, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Pas plus d'excuses, Amélie. Fais plus attention la prochaine fois, me réprimanda-t-il,
devenant encore plus arrogant devant sa mère. En regardant la marmite presque vide, avec seulement quelques morceaux de légumes restants, je n'étais même plus en colère. Je me sentais juste dégoûtée. Il n'avait même pas pris la peine de me laisser de la nourriture. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait aucun espoir qu'ils changent ou réfléchissent à leur comportement. Après avoir nettoyé le désordre du dîner, je suis allée vérifier le piège que j'avais préparé auparavant. Comme je le soupçonnais, il s'était activé. En voyant cela, mon mari m'a souri avec une expression plus répugnante que jamais. Son sourire triomphant était exactement le même que le regard arrogant de sa mère chaque fois qu'elle se vantait du collier. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire de l'absurdité de toute cette situation. Le jour de ma vengeance est arrivé plus tôt que je ne le pensais. Lors d'un des jours de congé de Victor, lui et Margot m'ont appelé dans le salon. Ils étaient de très bonne humeur, et je les ai suivis, assis en face d'eux comme si de rien n'était. « Et, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» demanda Victor avec un sourire. « Te dire quoi ?» demandai-je, feignant de ne pas avoir la moindre idée. À propos du compte bancaire, dit-il avec une note d'accusation dans la voix. Tu avais tout cet argent économisé et tu n'as pas pensé à nous le dire. Maintenant, tu peux aussi aider maman. Je ne suis pas sûr de ce dont tu parles, répondis-je, gardant mon calme. Ne fais pas l'idiote. Nous parlons de ton livret bancaire, intervint ma belle-mère. Ah, ça dis-je calmement, sans aucun signe de panique. Je pouvais sentir qu'ils commençaient à soupçonner quelque chose, mais ils étaient trop absorbés par leur excitation pour s'arrêter. Ils ont joyeusement mis les papiers devant moi, des documents budgétaires pour une nouvelle maison pour 2 familles. Nous avons acheté une nouvelle maison pour les 2 familles, n'est-ce pas génial ? Expliqua joyeusement ma belle-mère. C'est une maison unifamiliale, mais toi et ton beau-père pouvez vivre en haut, et Victor et moi vivrons en bas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demandai-je, feignant de mettre du temps à comprendre. Victor, de plus en plus impatient, expliqua. Nous avons signé le contrat en utilisant l'argent de ton compte bancaire. Payer la maison en totalité signifie qu'il n'y a pas d'intérêt et que c'est plus facile de cette manière. Attends, dis-je, plissant les yeux. Pourquoi irais-tu de l'avant sans même me consulter ? Tu me detestes ? Non, répondit Margot de manière dramatique. C'est pour ça que tu es en colère ? Tu ne veux pas vivre ensemble ? Et, ne lui parle pas comme ça, lança Victor, essayant de défendre sa mère. Qui est irrespectueux ici ? Erpliwaye. Vous avez utilisé mon argent sans ma permission et vous avez l'audace de m'accuser d'être impoli. La pièce devint silencieuse. Ils me regardèrent tous les deux, surpris que je me défende. Qu'est-ce qui t'arrive ? Murmura finalement Victor. Les personnes mal élevées ont toujours la langue acérée. Je luttais pour contenir mon rire face à leur absurdité. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Malgré leur comportement horrible, je ne regrettais pas ce que j'étais sur le point de faire. Nous avons trouvé la maison parfaite, continua ma belle-mère, ignorant ma frustration croissante. Nous avons déjà signé le contrat. Maintenant, c'est trop tard, donc tu n'as pas d'autre choix, ajouta Victor. Nous ne savions pas que tu avais économisé autant, et comme nous sommes mariés, tu n'as pas à te plaindre. C'est une propriété partagée. C'est exact, intervint à nouveau ma belle-mère. En plus, c'est pire que tu nous l'aies caché. Yesuris. Au fait, avez-vous vérifié à quel nom est le livret bancaire ? Ils restèrent tous deux paralysés par mes paroles. Lentement, ils regardèrent les papiers, puis moi, leur visage pâlir. Balbutiement, Victor, c'est exactement ce que tu vois, dis-je, incapable de cacher mon amusement. Pourquoi y a-t-il le nom de quelqu'un d'autre sur le compte ? Demanda Victor, confus. Je n'ai jamais dit que c'était mon compte bancaire, n'est-ce pas ? Répondis-je, savourant le moment. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Tu as volé le livret bancaire de quelqu'un d'autre ? Lâcha ma belle-mère. Qui est le véritable voleur ici ? Demandai-je d'une voix calme mais froide. Tu as fait l'effort d'ouvrir un tiroir fermé à clé et de prendre quelque chose qui ne t'appartenait pas. Mais tu le cachais. Protesta-t-elle. Ah, alors c'est acceptable de voler à ta belle-fille si elle cache quelque chose ? Erpliwaye. C'est ainsi que tu as été élevé ? Ne parle pas comme ça à maman. Criò Victor. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Sais-tu pourquoi ton père m'a donné ce livret bancaire ? Demandai-je, savourant la confusion sur leur visage. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre,
et j'étais prête à lâcher la bombe finale. Dernièrement, j'avais remarqué que les habitudes de dépenses de ma belle-mère étaient hors de contrôle. Non seulement cela, mais elle et mon mari avaient pris des vacances, prétendant des jours de congé pour des raisons fallacieuses. Ils avaient menti à leur entreprise, disant qu'ils avaient de la fièvre ou qu'ils étaient partis voir leurs parents. Je le savais parce que j'avais reçu un appel de son chef de département, qui fut surpris lorsque je lui révélai la vérité. Réalisant qu'ils avaient été découverts, mon mari et sa mère échangèrent des regards nerveux. Mais je n'étais pas disposée à les laisser s'en tirer si facilement. À ce moment précis, la sonnette retentit. Le moment ne pouvait pas être plus parfait. Je me dirigeai vers la porte et accueillis notre invité dans le salon. Quand ils virent qui c'était, ils laissèrent échapper un petit cri. Mon beau-père, Henrik, était arrivé. Je l'avais appelé plus tôt, et maintenant il se tenait devant eux, le visage rempli de déception. « Pourquoi es-tu ici, papa ?» balbutia mon mari. « Je t'ai dit d'innombrables fois de ne pas causer de problème à Amélie, dit Henrik fermement, d'une voix calme et sévère. Mais, tenta de protester Margot, mais il l'interrompit. Il n'y a pas de mais ici. Quand allez-vous commencer à vous comporter correctement ? Demanda-t-il, sa patience épuisée. Mon mari baissa les yeux, essayant de trouver une excuse. Papa, elle avait ton livret bancaire. Et alors ? Lâcha Henrik. Et arrête de l'appeler elle de cette manière. Je ne t'ai pas élevé pour être si irrespectueux. Tu es trop vieux pour continuer à appeler ta mère maman tout le temps. C'est embarrassant. Et si tu ne peux pas respecter ta femme, à quoi bon ? Mais elle ne me traite pas bien non plus, se plaignit mon mari. Tu dis qu'on ne te traite pas bien ? J'ai travaillé dur pour m'assurer que tu aies une vie confortable et j'ai même économisé une somme d'argent décente. Je t'ai laissé vivre comme tu voulais, sans restriction financière, et maintenant tu t'attends à ce que j'ignore comment tu as maltraité ta femme. Sa voix était pleine de déception, et chaque fois que mon mari ou ma belle-mère tentait de trouver une excuse, Henrik les réduisait au silence avec des paroles encore plus dures. Ils restèrent sans voix. Puis, il porta le coup final. Quant à ce livret d'épargne, je l'ai donné à Amélie. Je lui ai dit de le prendre comme un dédommagement, parce que j'en ai assez de tous les problèmes que vous deux avez causés malgré tous mes avertissements. Ils le regardèrent avec incrédulité. Et pensaient qu'après tout ça, tu es allé utiliser l'argent pour acheter une maison. Que veux-tu de plus de moi ? Ni mon mari ni ma belle-mère ne purent dire quoi que ce soit. Henrik la prit par le bras et la fit sortir de la maison. Mais avant qu'il ne parte, je désignai le collier qu'elle portait autour du cou, celui qu'elle m'avait volé. Henrik lui ordonna rapidement de me le rendre, et je pus enfin le récupérer. Lorsqu'ils partirent, mon mari sembla comprendre ce qui se passait. Il força sa mère à incliner la tête en signe de pardon avant de disparaître par la porte, mais il était trop tard pour des excuses. Dans le salon, désormais silencieux, je sortis les papiers du divorce et les mis devant mon mari. Il semblait complètement abattu. « Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il, confus. « Pourquoi ?»« Erptaie, inserdule. » Après tout ce qui s'est passé, tu penses encore que nous pouvons rester mariés ? Mais tu es juste en colère contre maman, implora-t-il, essayant de détourner la culpabilité. Bien sûr que je suis furieuse contre elle, mais je suis aussi dégoûtée par toi, dis-je sans détour. Non, je n'accepterai pas le divorce, dit-il obstinément. Alors nous pouvons aller au tribunal, répondis-je. Tu devras tout expliquer là-bas. Et n'oublie pas que ton entreprise découvrira tes mensonges. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. Quoi ? Non. Tu ne mens pas. Oh, je ne mens pas, dis-je, savourant l'expression de panique qui se répandait sur son visage. Nous avons tout enregistré. Nous t'avons enregistré, toi et ta mère, en train d'ouvrir le tiroir fermé et de prendre le livret bancaire. Non. Tu ne mens pas, protesta-t-il faiblement. C'est drôle comme tu peux accuser les autres d'être des voleurs alors que c'est toi qui voles, dis-je en secouant la tête. Quel genre d'éducation as-tu reçu ? Pourquoi ferais-tu ça ? Il demanda, toujours sans comprendre la gravité de la situation. Tout cela sera rendu public si nous allons en justice. Et d'ailleurs, tu devras rembourser les 600 000 que tu as volés à ton père, ainsi que l'indemnisation qui m'est due et les frais de justice. Que vas-tu faire maintenant ? Il resta là, assis en silence, stupéfait. Comment peux-tu être si cruel ? Murmura-t-il finalement. Cruel ? Ieritsana yamrement. Tu ne comprends toujours pas,
n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous demander à ton père de revenir et de te l'expliquer à nouveau. Je lui tendis les papiers du divorce, et avec cela, je fus enfin libre. Mon mari resta sans voix et vaincu. Quant aux 600 000, Henrik insista pour que je les garde comme compensation pour tous les problèmes que j'avais traversés. Sous sa supervision, mon ex-mari et ma belle-mère furent contraints de travailler sans relâche pour lui rembourser chaque centime, ce qui représentait un total d'environ 120 millions de yens. Quelque temps après, je reçus un email de mon ex-mari, envoyé depuis une adresse email gratuite. C'était une tentative pathétique de réconciliation, mais je ne pris même pas la peine de le lire. Je l'effaçai sans y réfléchir à 2 fois. Maintenant, libéré de tout le stress qu'il m'avait causé, ma santé s'est considérablement améliorée. Avec l'argent que j'ai reçu de Henrik, j'ai pu vivre ma vie à ma manière, profitant de ma liberté et de ma paix. Maintenant que j'étais enfin libre, la vie semblait s'ouvrir devant moi avec une fraîcheur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La liberté de vivre sans l'ombre constante de la manipulation et des abus de Victor et de sa mère, Margot, m'apporta un soulagement immédiat. Mais avec cette liberté vint aussi un nouveau défi. Redécouvrir qui j'étais en dehors du poids qu'ils avaient placé sur moi. Quelques jours après la séparation, alors que je rangeais la maison qui était désormais exclusivement la mienne, j'ai reçu un appel inattendu. C'était mon avocat, m'informant que Victor avait refusé d'accepter les termes du divorce et avait l'intention de faire appel. Mon estomac se retourna d'anxiété en entendant ces mots. Il essaie encore de me manipuler, n'est-ce pas? Demandai. Frustré. Il semble qu'il cherche encore une forme de contrôle, répondit calmement mon avocat, une tranquillité que je ne partageais pas. Mais vous avez toutes les preuves en votre faveur. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Malgré ces paroles rassurantes, quelque chose me disait que Victor n'abandonnerait pas si facilement. Il avait toujours été du genre à éviter les responsabilités, toujours à se reposer sur sa mère pour échapper aux conséquences de ses actes. Je savais qu'il tenterait de faire traîner le processus autant que possible, peut-être même pour m'épuiser émotionnellement. Mais cette fois-ci, je n'étais pas prête à céder. Quelques jours plus tard, alors que je me promenais dans le parc près de chez moi, essayant d'organiser mes pensées, j'ai reçu un message. Il venait de Victor. Nous devons parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Mon cœur s'accéléra, et d'abord, j'ai hésité à répondre. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir maintenant? Mais la curiosité l'a emporté. J'ai répondu simplement. À propos de quoi? Nous avons trouvé quelque chose dans le testament de mon père. Cela pourrait t'intéresser. Il faut que je te parle en personne. Le testament du père de Victor. Cela n'avait aucun sens, mais cela m'a intrigué. J'ai décidé de le rencontrer dans un café proche du parc où je me trouvais. Quand je suis arrivé, il était déjà assis, arborant une expression mélangeant regret et nervosité. « Qu'est-ce qui est si important que tu ne pouvais pas me le dire par message ?» demandai-je, en gardant un calme extérieur malgré la tension. Il prit une grande respiration avant de répondre, comme s'il rassemblait son courage. « Cela concerne le testament de mon père. Quand il est mort, la famille a reçu un héritage, mais une partie de cet héritage n'a pas été correctement distribuée. À l'époque, ma mère m'a dit que tout l'argent nous était destiné, à elle et à moi. J'y ai cru, bien sûr. Mais récemment, j'ai découvert qu'une part substantielle t'était destinée. Je restais silencieuse, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. Cela n'avait aucun sens. Je n'avais jamais entendu parler de cet héritage, et Victor n'en avait jamais fait mention pendant nos années de mariage. Comment ça? Pourquoi recevrais-je une partie de l'héritage? Demandai. Emfiante. Parce que dans le testament, mon père avait inclus une clause. Il avait toujours pensé que tu étais la seule personne capable de mettre de l'ordre dans ma vie. Il avait plus confiance en toi qu'en moi ou en ma mère, répondit Victor, baissant les yeux, visiblement mal à l'aise. Il t'avait laissé une somme importante à ton nom, mais ma mère t'a caché cela. Elle a tout pris. Mes pensées tourbillonnaient rapidement. La mère de Victor, Margot, avait toujours été avide et manipulatrice, mais cacher un héritage relevait d'un niveau de trahison que je n'attendais pas. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Demandai-je en plissant les yeux. Parce que mon avocat m'a averti que si cela ressortait, tu aurais le droit de réclamer ta part. Et honnêtement, je ne peux plus continuer à prétendre que tout ce qu'elle a fait était juste. Il fit une pause, m'observant, peut-être pour jauger ma réaction.
Écoute, je sais que j'ai fait des choses terribles, mais ça, ce n'est pas juste. Ni pour toi, ni pour moi. J'essayais encore d'absorber l'information. Une partie de moi voulait croire qu'il cherchait juste à sauver sa propre peau, mais une autre partie savait que Victor n'aurait pas eu le courage de confesser une chose aussi grave s'il n'y avait pas une part de vérité. Et qu'attends-tu de moi avec cette information ? Demandai-je, en essayant de garder mon sang-froid. Je veux que tu te battes pour ce qui te revient. Cela pourrait signifier la fin du contrôle qu'exerce ma mère sur tout. Peut-être que cela nous permettrait d'avancer séparément. Il sembla se recroqueviller légèrement sur sa chaise, comme s'il venait enfin de lâcher le poids qu'il portait. Je le fixai un instant. Victor admettait que sa propre mère avait commis un crime contre moi. Et maintenant, il espérait que je me batte contre elle. Tout cela semblait surréaliste. Je me levai de ma chaise, le regardai une dernière fois et dis : « Je ne vais pas me battre pour toi. Je vais me battre pour moi. Et j'espère qu'un jour, tu auras le courage d'en faire autant. » Je quittai le café, l'esprit en ébullition, réfléchissant aux prochaines étapes. Victor venait de me fournir une nouvelle arme, et je savais que si je jouais bien mes cartes, je pourrais enfin me libérer de l'ombre que sa famille avait laissée sur moi. Dans les semaines qui suivirent, je recontactai mon avocat, cette fois pour lancer une enquête sur l'héritage. Les preuves étaient là, le testament du père de Victor indiquait clairement que j'étais l'une des bénéficiaires, et une grande partie de l'argent aurait dû me revenir. J'engageai une action en justice contre ma belle-mère, Margot, pour fraude et détournement de biens. Ce fut une bataille juridique épuisante, mais j'étais déterminée. À chaque audience, de nouveaux détails sordides apparaissaient sur la manière dont elle avait manipulé le système pour voler ce qui m'appartenait. Elle essayait de se faire passer pour la victime, comme elle l'avait toujours fait, mais cette fois-ci, les preuves étaient irréfutables. Enfin, lors du jugement final, la vérité éclata. Le juge détermina que j'avais droit à ma part de l'héritage, et Margot fut condamnée à me restituer ce qui m'était dû. Lorsque j'entendis le verdict, je ressentis une vague de soulagement et de justice. Mais le twist de l'histoire était encore à venir. Peu de temps après la décision judiciaire, je reçus une lettre anonyme dans ma boîte aux lettres. La lettre ne contenait qu'une seule phrase. « Tu crois avoir gagné, mais tu ne sais pas encore tout. » Il y avait une copie d'un document en annexe, quelque chose qui ressemblait à une procuration signée par Victor et sa mère, transférant une partie de leurs biens sur un compte à l'étranger, daté d'avant le début du procès. Ma tête tournait. Était-il possible que Victor ait été impliqué dans quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'avait pas mentionné ? J'appelai immédiatement mon avocat et pris rendez-vous en urgence. Ce document change tout, dit-il après avoir examiné la procuration. Si cela est authentique, cela pourrait signifier que Victor et sa mère cachaient bien plus que l'héritage. Maintenant, la bataille juridique semblait loin d'être terminée, et l'intrigue devenait encore plus complexe. J'avais besoin de réponses, et je savais que Victor était la clé. Ce soir-là, je décidai de le confronter directement. Je l'appelai et lui demandai de nous rencontrer dans le même café où nous avions discuté des semaines auparavant. Quand je suis arrivé, il était déjà là, attendant. Ses yeux trahissaient la tension qu'il essayait de dissimuler. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je en posant la procuration devant lui. Il regarda le document et son visage devint instantanément livide. « Où as-tu trouvé ça » balbutia-t-il. « Peu importe où je l'ai trouvé. Ce qui compte, c'est qu'il semble que toi et ta mère cachiez bien plus que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que vous cachez encore, Victor » Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait une issue. Enfin, il baissa la tête et murmura. « Tu n'étais pas censé découvrir ça ?»« Découvrir quoi ?» insistai-je, la colère montant en moi. « Elle, ma mère, elle a détourné plus d'argent que tu ne peux l'imaginer. Et moi, je l'ai laissé faire. » La vérité, enfin révélée, m'a frappé comme un coup de poing. Victor avait été complice de tout le stratagème depuis le début. La confession de Victor laissa une tension palpable dans l'air. Mon cœur battait à toute vitesse, la colère se mêlant à une sensation amère de trahison. Il m'avait trompé tout ce temps, feignant des regrets, alors qu'en réalité, il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre que je n'aurais jamais pu imaginer. « Tu savais tout ?» demandai-je, ma voix basse et froide, presque incapable de croire ce que j'entendais. Il hésita, évitant mon regard, mais finit par hocher lentement la tête. « Oui » admit-il d'une voix faible. « Je savais que ma mère détournait plus d'argent.
Mais ce n'était pas mon idée. Elle a toujours été aux commandes. Je n'ai tout simplement pas pu l'en empêcher. Je n'en croyais pas mes oreilles. Victor avait menti tout ce temps, rejetant la faute sur Margot, mais la vérité était qu'il était directement impliqué. Mes mains commencèrent à trembler de colère. Alors tu as laissé ta mère me voler, m'humilier, prendre ce qui m'appartenait, dis-je, incrédule. Et après tu es venu ici, t'asseoir en face de moi et faire semblant d'être la victime de tout ça. Victor leva enfin les yeux, mais ne dit rien. Ses yeux étaient remplis de culpabilité et de honte, mais cela ne changeait rien à ce qu'il avait fait. Pourquoi ? Demandai-je, sentant le poids de mes mots. Pourquoi as-tu fait ça ? Je t'ai aimé. J'étais ta femme. Pourquoi m'as-tu trahi de cette manière ? Il passa ses mains dans ses cheveux, clairement frustré, ne sachant pas comment répondre. Je ne sais pas. Au début, je voulais seulement faire plaisir à ma mère. Elle avait toujours eu tant de contrôle sur moi. Mais ensuite, il est devenu de plus en plus facile de la laisser faire à sa manière. J'avais peur de tout perdre, Amélie. Je secouai la tête, incrédule. Victor essayait de se justifier, mais ses paroles n'apportaient aucun réconfort. Elles ne faisaient que souligner à quel point il s'était laissé entraîner par l'égoïsme, la peur et l'avidité de Margot. Et maintenant ? Demandai-je, plus pour moi-même que pour lui. Que penses-tu qu'il va se passer maintenant, Victor ? Il ne répondit pas, et le silence entre nous devint insupportable. Je savais que si je voulais aller de l'avant, il fallait que je me détache définitivement de cette toxicité. Je vais porter ça en justice, déclarai-je, avec une fermeté qui me surprit moi-même. Je n'arrêterai pas tant que toi et ta mère n'aurez pas payé pour tout ce que vous avez fait. Je vais tout révéler. Les yeux de Victor s'écarquillèrent de panique. Non, Amélie, il supplia, la voix emplie de désespoir. Tu ne comprends pas ? Cela va détruire ma vie. Cela va tout détruire. Et c'est ma faute ? Demandai-je en croisant les bras, provocante. Toi et ta mère m'avez volé. Vous avez menti, manipulé, fait en sorte que je doute de moi-même. Et maintenant, parce que les conséquences arrivent enfin, tu veux que je pardonne et que je passe à autre chose ? Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il savait qu'il avait tort, mais semblait incapable de faire face à ce qu'il attendait. Non, continuai-je, résolu. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences. Je me levai, décidé à en finir une bonne fois pour toutes. Amélie, s'il te plaît, Victor dit en se levant de sa chaise, essayant de me suivre. Mais je ne voulais plus rien entendre. C'était trop tard pour lui. Tandis que je sortais du café, je sentais la force revenir en moi, celle de reprendre enfin le contrôle de ma propre vie. Au cours des semaines suivantes, j'ai entamé une procédure judiciaire contre Victor et Margot, avec des preuves encore plus accablantes de leur fraude et malhonnêteté. Victor tenta de toutes les manières possibles de se réconcilier, essayant de minimiser les dégâts. J'ai reçu de nombreux messages, appels et même des tentatives de visite inopinées chez moi. Mais je restais ferme. Ce cycle de manipulation était terminé. Un matin, alors que je me préparais pour une autre audience, je reçus un message d'un numéro inconnu. C'était une vidéo. Hésitante, je cliquai sur le lien, en ouvrant le fichier, je vis quelque chose qui me laissa sans voix. La vidéo montrait Victor, visiblement ivre, en train de parler avec un homme que je ne connaissais pas. Ils étaient assis dans un bar, et Victor confessait ses plans, comment lui et Margot avaient tout orchestré pour prendre le contrôle de l'héritage, et comment il avait manipulé la situation pour me faire passer pour la méchante. Ses paroles étaient remplies d'arrogance et de mépris. « Elle ne gagnera jamais », disait-il dans la vidéo, riant de manière arrogante. « Même si elle découvre la vérité, je serai toujours un pas en avant. Amélie n'a jamais été assez forte pour affronter ma mère et moi. » Mes mains tremblaient en regardant la vidéo. C'était le dernier morceau du puzzle. Victor avait sous-estimé ma force, ma soif de justice et ma résilience. Il pensait qu'il pourrait me manipuler jusqu'au bout. Mais maintenant, avec cette vidéo, tout allait changer. Cet après-midi-là, lors de l'audience, j'ai présenté la vidéo comme preuve. Quand le juge visionna les enregistrements, il devint évident que Victor n'avait plus nulle part où se cacher. Il tenta de se défendre, disant qu'il était ivre et que ses paroles ne signifiaient rien. Mais il était trop tard. La vérité avait enfin éclaté. Le juge regarda Victor avec mépris avant de prononcer le verdict final.
le tribunal décide en faveur de la plaignante, Amélie, et condamne Victor et sa mère à restituer tous les biens volés. En outre, le tribunal reconnaît Victor coupable de fraude et d'appropriation illicite. La sentence inclut le paiement de dommages supplémentaires pour préjudice moral et matériel. Les mots résonnèrent dans la salle, et je ressentis une vague de soulagement m'envahir. Victor restait là, immobile, Margot à ses côtés, tous deux vaincus, enfin confrontés aux conséquences de leurs actions. Quand je quittais le tribunal ce jour-là, le soleil brillait plus fort, et une sensation de liberté inonda mon cœur. Victor avait essayé de me briser, de me voler tout, mais au final, c'est moi qui suis sortie victorieuse. J'avais lutté pour ce qui m'appartenait, et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais enfin regarder vers l'avenir avec espoir et confiance. En m'éloignant du tribunal, mon téléphone sonna. C'était mon avocat. Amélie, il semble qu'il y ait encore quelque chose. Nous avons découvert d'autres comptes cachés au nom de Victor. Cela pourrait signifier une augmentation significative de la compensation que vous allez recevoir. Je pense que le combat n'est pas encore terminé. Yesuris. Malgré toutes les difficultés, j'étais prête à continuer. Victor et Margot pouvaient essayer de cacher ce qu'ils voulaient, mais j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Ne jamais sous-estimer la force de quelqu'un qui a enfin appris à se valoriser. Ce que Victor avait tenté d'utiliser contre moi se retournait maintenant contre lui. Et, pour la première fois depuis des années, je savais que j'avais enfin le contrôle total de ma vie. Nous voici arrivés à la fin de cette histoire pleine d'émotions, de révélations et de rebondissements. Ce qui avait commencé comme un mariage apparemment normal s'est transformé en une intrigue complexe, remplie de secrets et de trahisons qui ont bouleversé la vie de Amélie. Elle a été trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance, mais elle a lutté pour récupérer sa dignité, surtout, elle a trouvé la force de continuer. Mais qu'est-ce que cette histoire nous apprend ? Beaucoup d'entre nous avons déjà vécu des situations où nous faisons aveuglément confiance aux gens, croyant qu'ils auront toujours les meilleures intentions. Cependant, la réalité n'est pas toujours ainsi. Parfois, ceux qui sont à nos côtés peuvent nous décevoir profondément. Cependant, la véritable leçon ici est la résilience, la capacité de se relever, même lorsque le sol semble s'effondrer sous nos pieds. Combien de fois, dans nos propres vies, nous sommes-nous retrouvés dans des situations d'injustice, où il semblait que tout était contre nous. Ces moments exigent que nous trouvions en nous-mêmes la force de nous battre pour ce qui est juste. Amélie a affronté non seulement son mari, Victor, mais aussi sa famille toxique, en particulier sa belle-mère Margot, qui a tenté de la manipuler à chaque étape. Et elle a gagné. Ce ne fut pas une victoire facile ni rapide, mais à la fin, elle a récupéré non seulement ce qui lui appartenait matériellement, mais aussi sa paix intérieure. La première leçon de cette histoire est l'importance de ne jamais abandonner. Parfois, la vie nous place dans des situations apparemment sans issue, mais il y a toujours un moyen de recommencer. Que ce soit en cherchant de l'aide ou en affrontant la vérité de front, comme l'a fait Amélie, la clé est de ne jamais laisser le désespoir nous empêcher de voir la lumière au bout du tunnel. Une autre leçon précieuse concerne la confiance. Il est naturel de faire confiance à ceux que nous aimons, mais cette histoire nous rappelle qu'il est important d'être vigilant, de garder une certaine prudence, et surtout, de ne pas nous perdre dans les relations. Nous devons toujours préserver notre individualité, nos valeurs et notre vérité, même lorsque nous sommes entourés de personnes qui prétendent nous aimer. Enfin, cette histoire parle aussi de justice. Souvent, nous nous sentons lésés, et la tentation d'abandonner est forte. Cependant, la justice, aussi lente soit-elle, finit toujours par triompher. Le chemin peut être semé d'embûches, mais se battre pour ce qui est juste et correct en vaut toujours la peine. Amélie n'a pas accepté le rôle de victime, elle a défendu ses droits, révélé la vérité, à la fin, elle en est sortie victorieuse. Et maintenant, je vous pose la question, qu'auriez-vous fait dans cette situation ? Comment auriez-vous réagi ? La vie nous met au défi à de nombreux moments, et les réponses ne sont pas toujours évidentes. Partagez votre avis dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Comment avez-vous géré la situation ? Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime sur la vidéo. Cela nous aide à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Histoire de la vie, profitez-en pour le faire maintenant. Ici, nous partageons toujours des histoires qui apportent de grandes leçons de vie, vous inspirant à réfléchir sur vos propres expériences et choix. De plus, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse une situation similaire et qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui.
Parfois, une simple histoire peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Alors, n'hésitez pas à la partager. L'histoire que nous venons de voir montre à quel point la vie peut être pleine d'incertitudes et de déceptions. Mais il y a une chose qui ne change jamais, l'amour immense de Dieu pour chacun d'entre nous. Dans l'évangile de Jean 3h16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est l'un des passages les plus puissants de la Bible, car il résume l'amour de Dieu pour l'humanité. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la chance de vivre éternellement à ses côtés. Réfléchissez à cela un instant. Le Créateur de l'univers, celui qui a donné vie à tout et à tous, nous a aimés au point de sacrifier ce qu'il aimait le plus, son propre Fils, pour nous sauver. C'est un amour qui dépasse notre compréhension humaine, mais c'est la plus grande vérité qui soit. Dieu nous aime d'une manière qu'aucun être humain ne pourra jamais égaler. Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifie ? Cela signifie que, peu importe ce que nous avons fait, peu importe à quel point nous nous sentons perdus ou brisés, Dieu nous aime exactement comme nous sommes. Il connaît nos failles, nos peurs, nos erreurs, et pourtant, il nous appelle à revenir à lui. Il est toujours là, les bras grands ouverts, attendant que nous nous tournions vers lui. Comment pouvons-nous répondre à cet amour si grand ? En acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Cela signifie reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de pardon, et que seule la foi en Jésus peut nous apporter la paix et le salut véritable. Il est le chemin, la vérité et la vie. À travers lui, nous pouvons vivre une nouvelle vie, pleine d'espoir et de but. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir à cela. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Sauveur, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Il vous attend, prêt à transformer votre vie, tout comme il a transformé la vie de tant de personnes à travers l'histoire. Si vous ressentez dans votre cœur le désir d'accepter Jésus aujourd'hui, je vous invite à prier cette simple prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, et je te confie ma vie. Guide-moi, transforme-moi et remplis-moi de ton amour. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que le ciel est en train de célébrer en ce moment même. Dieu vous aime, et il a de grands plans pour votre vie. Continuez à rechercher sa présence, lisez la Bible et demandez à Dieu de vous guider à chaque pas. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment suivre Jésus et vivre une vie pleinement épanouie en sa présence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ici, nous partageons toujours des histoires qui montrent le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. On se retrouve dans la prochaine vidéo.